épisode, remettons les pendules à l'heure. Ce jour, nous allons revenir sur le débat Zemmour-Mélenchon. Et je vais commencer par le point le plus important à mes yeux. Comment Éric Zemmour peut-il parler d'énergie propre pour le nucléaire? Et à ce sujet, je voudrais lui rappeler, ou lui apprendre s'il l'ignore, certains faits tout aussi incontestables que le grand remplacement nié lui par Mélenchon. L'usine de retraitement de La Hague reçoit des déchets nucléaires de toute l'Europe et en plus contient 4 piscines avec 4 réacteurs nucléaires, soit 2000 tonnes par piscine à refroidir en permanence. Que se passe-t-il si un avion tombe sur le toit du hangar? Une chape de béton pourrait-elle éviter ce drame? Ça, j'ai vu ça donc sur quelqu'un qui a fait une vidéo sur ce sujet. Je vous invite à aller sur ma page Facebook et au Colo Babis, vous la retrouvez dans la catégorie énergie. Donc cette solution est encore à l'étude pour ce qui est de protéger du toit. Ce n'est pas une vue de l'esprit, puisque lorsque les Américains appréhendèrent Ben Laden, ils tombèrent sur des documents concernant cette usine de La Hague. Alors, si un accident grave survenait de type avion qui tombe du ciel, il faut voir que certains émettent l'hypothèse que 30 à 40% de l'Europe pourrait avoir à en souffrir, à devenir pratiquement inhabitable. Il faudrait évacuer la Bretagne et la Normandie. Est-ce sérieux? Éric Zemmour avance un argument qui ne manque pas de prétention. Si les Américains ont eu Three Mile Island, les Russes Tchernobyl, les Japonais Fukushima, 3 accidents gravissimes liés à l'arrêt du système de refroidissement, selon lui, en France, la technologie est sûre, il n'y a pas eu d'accident, nous sommes donc des dieux, pour être parfaits. Alors, je tiens à lui rappeler qu'en 1999, il y a plus de 20 ans, qu'en décembre, la tempête Martin frappe à la France, elle mit en péril la centrale nucléaire du Blayais en Gironde. Arrêt partiel de l'alimentation électrique externe de la centrale, d'où une surtension et l'arrêt des réacteurs 2 et 4. Mais la digue protégeant la centrale fut rompue et l'eau s'infiltra dans la centrale au niveau du sous-sol, entraînant l'arrêt du réacteur 1, mais son refroidissement était compromis du fait que 2 pompes sur 4 liées au système donc, de refroidissement, le même problème que nous avons eu pour les 3 accidents précédemment cités, donc 2 pompes sur 4 ne fonctionnaient plus. La route menant à la centrale fut coupée pendant 8 heures, les vents étaient trop forts pour les hélicoptères. Bien que le circuit de refroidissement ne soit pas interrompu, ce qui aurait entraîné un risque explosif majeur, Fukushima ou Tchernobyl, n'est-ce pas? La centrale a été fragilisée pendant 10 heures. L'eau contaminée a été tout simplement, l'eau qui était rentrée dans les sous-sols, contaminée par la radioactivité, a simplement été rejetée dans la Gironde. On n'en parle plus. Pour d'autres sites, c'est le risque sismique qui n'a pas été pris en compte correctement. Alors, suite à des canaux plus exactement qui passent à proximité et donc qui pourraient être rompus, nous avons, je cite, la centrale donc, de Tricassin et Fessenheim. Fessenheim qui est à l'arrêt. Mais il y a toujours les piscines avec du combustible. Même problème qu'à La Hague. Actuellement, le risque climatique est la montée du niveau des océans et donc 2 centrales, Blayais et Granville, pourraient être menacées. La sagesse voudrait donc l'arrêt des centrales en zone côtière. Il faudrait également aborder le problème du surcoût du nucléaire. Ainsi, l'EPR de Flamanville, prévu pour 2012, ne devrait être opérationnel que pour 2023 et le coût initial prévu de 3,3 milliards sur une durée de 5 ans a été réévalué plusieurs fois pour finalement arriver à 19,1 milliards sur 16 ans de construction. On a eu droit à des soudures défectueuses, dalles de béton à renforcer, durcissement des normes après Fukushima, etc.
D'autre part, le niveau des rejets est bien supérieur à ce qui a été prévu. On a par exemple une perte de 73,5 kg de fluide lors d'une opération de maintenance, alors que la limite est de 100 kg par an, et que le cumul en août était déjà de 172,4 kg. On avait donc dépassé la dose maximum annuelle. Si on persiste dans la politique du nucléaire, verra-t-on en France, sur le modèle du Japon, un ministère de la résilience pour accepter de vivre avec la radioactivité et notre liberté de déplacement liée à un dosimètre? Et donc ce fameux ministère-là de la résilience, vous explique qu'il faut rire de la radioactivité, qui n'est dangereuse que pour ceux qui en ont peur. Finalement, la Covid et les mesures qu'elle entraîna ne seraient-elles qu'une répétition de la manière de vivre dans un monde où la radioactivité serait un peu partout? Est-ce dans ce monde que vous voulez que vive la nouvelle génération? Oh, la réponse, je la connais. On ne peut pas faire autrement. La réponse invariable, donnée au nom de la raison d'État. C'est ainsi qu'on a justifié le massacre des Indiens d'Amérique du Nord, l'esclavage dans les champs de coton, le génocide arménien au nom du nationalisme turc, toutes les monstruosités du nazisme au nom de l'espace vital de la race allemande, l'abandon des harkis et de la population pieds noirs après l'armistice et dans une confiance mal placée dans le FLN. Car accepter cette politique du tout électrique, dont ces fameuses voitures électriques, c'est-à-dire le tout nucléaire, c'est accepter une hécatombe de masse supportable car entourée par l'anonymat et la désinformation. Cependant, tout peut avoir son utilité. Le nucléaire au service de l'aventure spatiale et sur la Lune, je suis d'accord. Bien. Un instant. D'autres solutions sont possibles, mais elles demandent une vision politique au long terme et de gros efforts d'abandonner aussi les impasses, que ce soit dans le domaine énergétique ou dans l'urbanisme. J'invite donc Zemmour et d'autres à réfléchir et revoir leur politique énergétique. Tout d'abord, la seule énergie non polluante ou destructive sur l'environnement est celle que l'on ne consomme pas, qu'on économise. Il faut donc dans un premier temps se lancer dans une grande politique anti-gaspi. Premièrement, contrôle démographique. Il est évident que si nous étions restés autour de 45 millions d'habitants d'avant-guerre, et même juste après, avec une population qui semblait en France depuis plusieurs siècles augmenter peu du fait de deux facteurs, le célibat des religieux depuis le Moyen-Âge, contrairement aux pays protestants ou islamiques, ce qui explique à la fois la vague invasive islamique et la forte natalité de l'Allemagne au début du XXe siècle, et sa poussée démographique encouragée également par les gouvernements fascistes. De même que la tuberculose, pour ce qui est de la mortalité, aida à maintenir une démographie à minima, parce qu'elle touchait essentiellement des sujets jeunes, donc en âge de se reproduire. Et à cela, on ajoute, en plus des guerres, l'hécatombe donc de la grippe espagnole. Or, les progrès de la médecine, la quasi-disparition donc de ces deux facteurs qui auraient dû entraîner une hausse de la natalité, une hausse de la démographie, n'a pas eu l'effet escompté du fait du contrôle des naissances par contraception. J'en profite pour faire une petite parenthèse sur le grand remplacement. Si on observe la pente de la courbe démographique de la France vers la fin du XXe siècle, on s'aperçoit qu'elle augmente très rapidement dans la deuxième moitié, du fait
il y a eu d'abord le baby-boom après-guerre, mais elle continue d'augmenter malgré la décroissance. C'est-à-dire on a une courbe qui monte doucement et donc comme ça. Malgré la décroissance du nombre de naissances par femme, avec aujourd'hui un grand nombre de femmes de plus de 30 ans sans enfants ou des couples avec 1 ou 2 enfants chez les jeunes Français, sauf dans les populations d'origine africaine ou dans des milieux catholiques traditionnalistes qui sont très minoritaires. Donc si nous sommes passés de 45 millions d'habitants en ayant une baisse de la natalité à 67 millions, c'est essentiellement du fait de l'immigration d'origine africaine essentiellement. Les menaces pesant sur la survie des futures générations, que ce soit la pollution massive des océans, le problème énergétique, les ressources d'eau, le changement climatique et son corollaire, la déforestation, ne pourront donc être contrôlés sans un contrôle de la natalité des pays à forte natalité et pourvoyeurs de l'immigration. Et paradoxalement, par une reprise de la natalité en Europe, dont la dénatalité fut à la fois un appel d'air pour l'immigration massive et le maintien d'une forte natalité en Afrique. Donc, oui, Monsieur Zemmour, on ne peut être migrationniste et écologiste. Ça, c'est vrai, lutter contre l'immigration, c'est être écologiste. Simplement, l'écologie et le maintien d'un écosystème favorable pour moi à la santé des espèces humaines ne va pas avec votre option énergétique, dont nous avons vu tous les dangers. C'est pourquoi je milite pour le mix énergique, hormis le nucléaire, et une politique d'économie d'énergie qui passe par le contrôle démographique, mais pas que. Donc, en ce qui concerne le mix énergétique, bien qu'il faille utiliser toutes les énergies locales possibles, hydroélectrique, charbon de bois, isolement des bâtiments, éolien, mais pas de manière mais de manière raisonnée et raisonnable, pour moi l'effort doit porter avant tout et surtout sur le solaire. Actuellement, le solaire représente 10 000 hectares au sol et 5 000 en toiture. Il est prévu de multiplier ce chiffre par 3 ou 4 et de passer de 21 000 à 61 200 hectares. Et pour des raisons économiques, on se tourne vers les terrains agricoles. Ces pauvres zones agricoles qui ont déjà souffert de l'urbanisation, qui sont passées en terrain à bâtir, du développement des autoroutes et de tout leur système de bretelles et pour desservir les grandes villes et éviter le passage par le centre-ville, n'est-ce pas? Donc il faudrait encore qu'elles aient supporté la politique d'énergie solaire. On a par exemple 24 000 hectares de forêt destinés à être déboisés pour un usage solaire dans la région donc Sud-Provence, Alpes, Côte d'Azur. Ainsi, on aggravera la sécheresse de cette région. Il faut savoir que la rentabilité du solaire est liée à la surface exploitée. Donc, plutôt que des toits individuels, il faut des toits de grande surface, d'entrepôts. Tous devraient être réquisitionnés. Si certains projets mêlant panneaux solaires pour permettre culture ou élevage et puis des panneaux qui soient espacés, je suis d'accord. Mais je m'élève cependant contre une politique de recouvrement de nos terres agricoles qui déjà n'ont que trop surfaire de l'urbanisme et des surfaces autoroutes et de leurs dessertes autour des villes. Qu'elles enserrent donc ces villes qui se retrouvent enserrées par le béton. Hein? On ne voit pas bien où sont les économies d'énergie dans tout ça. Hein? C'est pourquoi je défends la nécessité d'accords entre pays latins et le Maghreb pour investir dans des zones industrielles sahariennes
voire les desservir par un canal qui permettrait en plus un aménagement territorial et pourrait favoriser un axe de remigration nord-sud. Car la rentabilité solaire saharienne n'a évidemment rien à voir avec celle de nos régions. D'autre part, à signaler le nouvel usage de perovskite, dans un premier temps, qui sont associés donc au silicium, c'est en cours de développement, n'est-ce pas? Donc au silicium qu'on utilise dans les panneaux solaires. Et puis, il serait prévu qu'elle pourrait être remplacer à 100% le silicium. Cette technique permet une diminution du coût de 80% et un rendement qui augmente d'un tiers. De plus, même en 2021, Marta Victoria, enseignante à Aarhus, dans une interview au PVA Magazine International, dit ceci. Tous les modèles utilisés par le GIEC dans ses rapports appliquent un coût environ d'€1 le watt installé en 2050. Or, depuis 1976, le coût des modèles solaires photovoltaïques a diminué de 23%, à chaque fois que la capacité de production double. Et on n'a donc apparemment pas revu les études en tenant compte de ce facteur. Alors en plus, en utilisant avec la nouvelle technique des perovskites, le solaire est vraiment une technologie qu'il faut mettre en avant. Deuxièmement, nous allons développer également le lien qui peut exister entre urbanisme, politique ferroviaire et économie d'énergie. Nous avons toujours donc maintenu cette politique de méga-métropole, hein, qui se retrouve avec des autoroutes qui arrivent, qui l'enserrent dans une masse de béton, et c'est quelque chose d'énorme, de monstrueux. La dernière fois que j'ai pris donc une de ces dessertes d'autoroute, vous vous êtes encastré par tous ces camions, il suffit qu'il y ait un encombrement, tout est coincé, et je ne vous explique pas, au niveau pollution du CO2, ben, ça ne se passe pas à l'intérieur de ville, ça se passe autour, donc je vois bien ce que ça va y changer. Et si on doit mettre tout ça à l'électricité, je ne vous explique pas la consommation d'électricité. En plus, eh bien, on fait des sacrés détours, hein, parce que pour Lyon, pour joindre un quai de Saône plus à l'est, j'ai dû faire un détour énorme, hein, pour aller carrément, pratiquement donc en dehors de Lyon, revenir ensuite. Donc on a des kilomètres qui se rajoutent. Hein. Et puis avec l'augmentation de la vitesse, on a une augmentation de la consommation. Donc ce qui aurait été beaucoup plus... Et puis que va-t-on faire? Une fois qu'on aura ces villes enserrées comme ça, dans ces bretelles de béton, et que ces villes vont continuer de grossir, eh bien ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une augmentation des bâtiments en hauteur. Et on va peut-être, peut-être comme exemple, et c'est vrai que la Chine est le pays dominant actuellement, et que ça soit peut-être en matière de liberté, en matière d'urbanisme, va-t-on prendre exemple sur eux? J'ai vu dernièrement qu'ils avaient une ville, donc construite entre des montagnes, avec des ponts qui s'entrelacent dans tous les sens, des bâtiments de 19 étages, une population, j'appelle même plus ça une ville, mais un pays surpeuplé, de 32 millions d'habitants, sur une surface qui sera à peu près équivalente à celle de l'Autriche. Est-ce là aussi un avenir que nous souhaitons? Donc, la solution, moi, que depuis longtemps je préconise, c'est qu'il faut développer notre système ferroviaire. Il faut, tout le long de l'axe ferroviaire, vous avez, par exemple, je prends comme exemple Lyon-Genève, vous avez des tas de petits villages sur cet axe. Eh bien, le long de cet axe, faisons des villes moyennes, des villes à échelle humaine, des villes ayant une forme non plus comme autrefois en étoile ou en rond à partir d'une grande ville, mais qui s'allongent plutôt le long de l'axe. Vous aurez une très forte augmentation donc, de tout ce qui est réseau routier,
et vous aurez le train qui pourra donc desservir, vous pourrez aller d'une petite ville à une autre en utilisant le train. Ça vous permettra de rentabiliser votre ligne de chemin de fer, d'avoir une activité dans ces villes et de repeupler nos campagnes sans surpeupler les métropoles. Et donc, là, quant à la voiture, eh bien, si nous faisons un effort pour avoir un maximum de tout ce qui est en relation avec le travail desservi, que ce soit par le train ou par d'autres systèmes de transport collectif, avec la voiture, non pas électrique, mais qui soit plutôt utilisée pour les loisirs, week-ends ou vacances. Moi, c'est comme ça que je voyais les choses. Donc, ce qui n'empêche pas que peut-être un jour, on utilisera les voitures à hydrogène, sans qu'on ait, justement, si on n'a pas trop une condensation d'automobiles, un peu que la population est étalée dans les petites villes, on aura moins de danger. Mais lorsque j'ai lu que les réservoirs à hydrogène sont assez peureux, qu'on peut avoir des pertes d'hydrogène, j'imagine dans une ville avec une forte condensation de voitures, en cas d'accident, est-ce qu'on ne risque pas une catastrophe si l'hydrogène vient qu'à s'enflammer? Bon, donc voilà, cette petite parenthèse. Donc je conclurai en disant que la politique me désole. Donc pour moi, il faudrait donc un président capable de s'entourer de personnalités de différents bords, répondant aux vœux des Français, à savoir la question migratoire, l'enjeu énergétique et écologique, la justice sociale, le contrôle des abus des élus. Et sur ce point, je pense à François Ruffin, le seul à avoir proposé donc d'avoir un salaire équivalent au SMIC. Sans aller jusque-là, il me semble qu'un émolument au maximum égal à 5 fois le SMIC, prime comprise, n'est-ce pas, quelle que soit la fonction, fonctionnaire ou élu, devrait être fixé. Voilà, donc je vous laisse, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite bonne journée.